Rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la deuxième session de notre workshop sur Talent Cloud. Et le deuxième volet de notre workshop concerne la présentation de l'architecture Talend et précisément Talent Cloud, puisqu'il s'agit d'un sujet autour de Talent Cloud. Nous allons commencer par ce que c'est que l'architecture de référence, parce que c'est vrai que quand on est du côté euh, développeur, on a plutôt tendance à s'axer ou à s'orienter plus sur la partie développement. On oublie ou on occulte complètement la partie architecture, qui est une partie tout aussi importante de la solution Talent. Parce que on va développer nos objets, on va développer nos jobs, nos web services, etc. Mais une fois que tout cela est développé, il faut les déployer. Il faut les déployer sur des applications, il faut les déployer sur des environnements. Et tout cela représente un écosystème tout entier qu'il faut connaître aussi afin de savoir où est-ce qu'on déploie, comment est-ce que ça se passe euh, pendant la phase de déploiement et aussi savoir bah, s'il y a un souci, où est-ce qu'il faut aller regarder et quel type de problème on peut avoir. Donc, si on ne connaît pas un petit peu l'architecture sous-jacente de la solution qu'on utilise, on est un petit peu perdu. Voilà pourquoi j'ai voulu, pour ce deuxième workshop, faire une petite pause sur l'architecture Talent Cloud et vous présenter les différents types d'architecture qu'on peut avoir et également en rappel à ce qu'on a eu comme sujet dans le premier workshop où on a vu les applications embarquées dans le cloud. Donc, nous allons voir où est-ce que ces applications sont déployées, sont posées et comment est-ce que ces applications interagissent. Donc, euh, c'est quoi en réalité une architecture de référence, qui est un terme très souvent utilisé dans l'utilisation ou dans l'environnement Talent. Donc, une architecture de référence peut se résumer en différents points. Donc, les trois principaux points qu'on peut avoir sur la définition d'une architecture de référence sont les suivants. Donc, c'est un guide architectural qui nous permet de pouvoir comprendre les applications, donc les systèmes et les interactions qu'il y a entre les applications déployées dans le cloud. C'est aussi une façon de standardiser les terminologies qu'on va employer dans l'écosystème Talend, telles que les applications, qu'est-ce qu'on entend par application, quels sont les systèmes qu'on va utiliser, les différents services qu'on peut avoir, qui ne sont pas seulement des services Windows ou Linux, mais qui peuvent être liés à d'autres types de services et toutes sortes de terminologies, en tout cas, qu'on pourrait avoir. Et c'est aussi une forme de support de décision technique utilisé par la direction, on va dire par l'équipe IT ou par le chef de projet ou le directeur de projet pour mettre en place la solution Talent Cloud. Et voilà. Et autour de ces différentes terminologies, nous allons pouvoir dégager les bonnes pratiques de présentation ou les bonnes pratiques de mise en place d'une architecture solide et pouvoir utiliser la solution sereinement. Alors, donc le but de l'architecture de référence, donc, c'est d'introduire les différents composants inclus dans la solution Talent Cloud et avoir une base de discussion ou une base d'échange qui nous permet de pouvoir designer
les différentes architectures logiques et physiques pour atteindre les objectifs d'un projet. Donc, un projet peut avoir différents types d'objectifs ou différents objectifs. On peut avoir des projets de web services qui sont essentiellement liés à l'utilisation des web services, des projets qui vont manipuler des API ou encore des projets qui vont faire que du batch ou des projets de data governance ou des projets de qualité de données ou d'intégration de données. Donc, ces différents objectifs qui sont fixés au démarrage du projet sont liés à l'architecture qu'on va mettre en place. Parce que le choix du projet et les objectifs à atteindre vont nous orienter sur les différentes applications qu'on va utiliser dans ce projet et également l'architecture qu'on va devoir mettre en place. Est-ce qu'on va mettre en place une architecture robuste en fonction de la taille du projet, en fonction de la criticité du projet, où on va mettre en place une architecture simple parce que voilà, on démarre sur un petit projet, on veut voir d'abord comment ça va évoluer avant de progressivement faire évoluer également l'architecture. Le plus intéressant dans tout ça, c'est que l'architecture Talend, elle n'est pas fermée, elle est extensible. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans un projet, on va pouvoir rajouter des éléments, on va pouvoir supprimer. Alors, donc, une architecture de référence, de manière générale, comment elle se présente? Donc, ce schéma que nous voyons là est une architecture Data Fabric. Donc là, il faut savoir que la solution Data Fabric, c'est la solution qui regroupe le maximum d'éléments et qui couvre le maximum de besoins. Donc, dans la Data Fabric, on va pouvoir avoir des connecteurs cloud, on va pouvoir avoir des connecteurs, quelques connecteurs Big Data, hein. On va pouvoir avoir des connecteurs data quality, des connecteurs liés à la gouvernance, etc. Donc, l'architecture de référence générale qui est présentée comme sur ce schéma, c'est une architecture Data Fabric. Et vous la retrouverez sur le site de l'éditeur. Donc, dans cette architecture, on a deux zones. La zone locale, qui concerne le réseau local de votre entreprise, ou en tout cas un réseau fermé. Et vous avez la partie cloud infrastructure qui concerne la partie cloud. Donc ça, c'est l'Internet. On est en dehors du réseau local d'une entreprise. Donc, dans le réseau local, nous allons avoir ces différents blocs ou ces différents éléments. Donc, un web browser qui va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre environnement cloud, donc à la TMC, et de pouvoir faire toutes vos opérations d'administration, de déploiement, de contrôle, de création d'utilisateurs, de création de projets. On va avoir le Talent Studio qui va vous permettre de faire vos développements et de pouvoir les pousser sur la TMC. On va avoir tout ce qui est engines. Donc, les engines, c'est tous les moteurs d'exécution qu'on va déployer dans notre réseau local et qui vont se connecter au cloud pour exécuter nos artefacts, pour exécuter nos jobs, nos web services. On va également avoir l'API Tester, en fait, qui est un plugin qui s'installe au niveau browser. Et l'API Tester sera lié à l'API Designer que nous avons vu la dernière fois lors de la présentation des blocs applicatifs Talent Cloud. Donc ça, c'est la partie locale. Ensuite, dans la partie cloud infrastructure, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la TMC. De manière générale, hein, la TMC va contenir les différentes applications qui seront activées grâce à la souscription que nous allons faire. Et dans cette souscription, si on a choisi de faire une souscription
global, général, donc Data Fabric, on va retrouver ces différentes applications, telles que la data préparation pour la préparation des données. En général, on l'utilise dans les projets de gouvernance on l'utilise, euh, disons, en binôme avec la data stewardship, qui va nous permettre de faire de l'arbitrage sur les données et de pouvoir mettre en place des golden records qui seront utilisés par l'ensemble des data marts ou par l'ensemble des autres applications. Donc, on aura des consommateurs qui vont venir consommer la donnée qu'on va mettre euh, dans notre base de référence. Le pipeline designer, que nous avons vu également, qui est un studio light embarqué dans le cloud. Et l'API Designer, comme je l'ai dit, qui s'utilise avec l'API Tester. Donc, dans l'API Designer, nous allons pouvoir définir nos différentes API que nous allons déployer ensuite sur nos runtime pour consommer de la data, des web services de type REST ou encore des routes de médiation et le dictionary service, qui est en fait le dictionnaire de données. Lorsqu'on veut faire de la sémantique, de l'analyse sémantique, on va pouvoir utiliser le dictionnaire de données pour stocker déjà des données, des informations et pouvoir appliquer ces informations, des listes de valeurs par exemple, on va pouvoir appliquer ces listes de valeurs à une analyse de données pour trouver les correspondances au niveau des données qu'on va pouvoir analyser. Donc ça, c'est la partie cloud. Et dans la partie cloud, on va avoir également les cloud engines. Donc les cloud engines qui sont des moteurs d'exécution déployés dans le cloud gérés par l'éditeur. Donc, et aussi des Cloud Engines pour pipeline. Donc, les Cloud Engines pour pipeline sont différents des Cloud Engines tout court. Donc, les Cloud Engines pour pipeline sont des moteurs d'exécution liés à Talent Pipeline Designer. Contrairement aux Cloud Engines, où on peut les lier à tous les autres développements en dehors de Talent Pipeline Designer. Donc, voici un peu les différents éléments constitutifs d'une architecture de référence Talent Cloud. Et nous allons maintenant passer à l'étape de comparaison. Donc, nous allons voir dans la prochaine présentation quelles sont les différences entre l'architecture on-prem et l'architecture cloud. Parce que, à première vue, ça allait d'être identique. Cependant, il y a quand même des différences. Donc, dans l'architecture on-prem, on retrouve les différents blocs clients, les blocs serveurs, les blocs bases de données et les blocs repositories. Donc, le bloc repositories. Alors, donc, on peut voir ici que dans cette architecture, comme le nom l'indique, on-prem, tout est installé en local. Donc, on gère tout nous-mêmes, on installe tout nous-mêmes, on administre toute la plateforme nous-mêmes et chaque bloc applicatif doit être installé, configuré, managé par nos soins. Et c'est ce que j'ai mis en dessous. Donc, le client qui choisit de partir sur une architecture on-premise installe, manage et maintient tout, tout et tout. Contrairement à l'architecture cloud, dans une architecture cloud, où certains blocs applicatifs sont par défaut présents dans le cloud, le client, lui, il n'a juste à manager que le studio et tous les moteurs d'exécution qu'il installe en local, en l'occurrence le Remote Engines et le Runtime. Donc, le client n'a que ces deux-là par défaut, je précise, par défaut, on n'a que les moteurs d'exécution et le studio à manager ou à gérer lorsqu'on est dans une architecture cloud. Il y a des spécificités par la suite qu'on va voir, qu'on va découvrir dans cette présentation. Dans certains cas, on va parler du mode hybride où on va voir que certaines applications bien vrai qu'elles soient présentes dans le cloud, mais elles peuvent être aussi présentes en local pour certaines raisons de sécurité. Donc, ici, nous voyons la
première architecture, donc le premier type d'architecture cloud, qui est une architecture purement cloud. Donc, on va parler de SaaS. Donc ici, dans cette architecture, on suppose que le client a toute son application, enfin toute son infrastructure qui est dans le cloud, que ce soit ses applications ou que ce soit son environnement cloud platform. Ça peut être de l'Azure, ça peut être de l'AWS, du Google Cloud, etc. Donc toute son infrastructure, tout son écosystème applicatif est hébergé dans le cloud, donc il n'a rien en local. Donc dans ce type d'architecture, on va privilégier les cloud engines, mais pas seulement. On peut aussi avoir un autre moteur d'exécution, le remote engines, mais on suppose que dans cette architecture, pour des raisons de performance, on va privilégier un moteur d'exécution qui est disponible dans le cloud. Donc, premier niveau d'architecture, c'est l'architecture SaaS et Cloud Platform dans laquelle on va retrouver principalement ou particulièrement toute l'infrastructure du client dans le cloud, sauf le studio, bien sûr, qui s'installe en local sur la machine du développeur et le studio est capable de se connecter aux applications on-premise. Donc, on voit ici qu'il y a deux zones. On voit également qu'il y a deux zones dans cette architecture. On a la zone cloud et on a la zone locale séparée par un firewall. Quand même, il faut mettre en avant la partie sécurité et rassurer le client comme quoi la connexion est sécurisée à travers le firewall de l'entreprise qui met en place les règles de sécurité et les règles d'échange avec le cloud. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une architecture cloud, donc on sort du réseau local de l'entreprise pour aller sur Internet. Donc il faut quand même un minimum de sécurité qui est géré par le firewall. Après, on peut avoir d'autres types d'éléments sécuritaires. Et un autre point sur lequel je voudrais rapidement m'attarder, c'est les différents éléments qu'on voit là au-dessus. Donc, ils nous indiquent quelles sont les données ou quels sont les objets qui sont échangés entre le cloud et le local. Donc, en vert, c'est les métadatas. Donc, on va échanger les métadatas depuis le studio vers le cloud en bleu foncé ou violet, je ne sais plus trop. Ce sont les données clients qui vont s'échanger entre le moteur d'exécution et leur localisation respective. Et en bleu clair, ce sont les logs et les statuts des objets ou des artefacts qui seront exécutés sur le cloud. Deuxième mode d'architecture, ou deuxième type d'architecture, c'est le mode hybride. Le mode hybride, pour information, est le mode le plus répandu et particulièrement utilisé par les entreprises pour des raisons suivantes. Il est beaucoup plus flexible et il donne au moins la possibilité au client de pouvoir gérer son moteur d'exécution. Parce que contrairement au premier mode que nous avons vu, le mode SaaS, le Cloud Engine, il est déployé dans le cloud, mais le client n'a pas la main là-dessus. Donc, c'est géré par Talend, uniquement par Talend. Contrairement au mode hybride, on a le Remote Engine qui est installé en local sur le réseau local du client, de l'entreprise, et l'administrateur système, ou en tout cas l'administrateur talent, a la possibilité de gérer ces moteurs-là en les démarrant, en les arrêtant, en les optimisant au niveau des ressources matérielles, telles que les CPU, la RAM, le disque, et aussi améliorer les règles de sécurité, et même modifier les ports par défaut qui sont, euh, qui sont ouverts ou qui doivent être ouverts vers le cloud. Donc, dans ce mode d'architecture, le mode hybride, toujours on a nos deux zones où dans la première zone, on va retrouver les applications cloud donc tout ce qui est dans le cloud. Et dans la deuxième partie, en bas, on va retrouver le réseau local
de l'entreprise. Et toujours dans le réseau local, on retrouve le studio, les moteurs d'exécution, donc les engines, comme on les appelle communément, donc qui comprennent Remote Engine et Runtime, et les applications on-premise telles que les bases de données ou autres applications déployées en local. Le Remote Engines est, doit avoir la possibilité de se connecter aux applications SaaS et au cloud, au VPC si vous avez des applications hébergées dans le cloud. Donc voilà, ça c'est le deuxième mode qui est le mode hybride et le troisième mode qui en fait fait un peu le mix de plusieurs choses. Donc dans ce mode hybride, mais avec un Customer Private Network, dans lequel on va retrouver des applications SaaS. On aura également un Remote Engine qui est installé sur les cloud platforms des clients, donc Amazon Web Service, Azure, Google Cloud, etc., donc ce que vous pouvez utiliser. Et ce Remote Engine euh, se connecte également aux applications locales qui sont sur le réseau local. Et toujours le studio qui doit se connecter à tous les environnements ou à toutes les applications, que ce soit en local ou dans le cloud. Alors, je vous ai parlé de certaines applications qu'on peut installer en local, bien vrai qu'elles soient présentes dans le cloud. Il s'agit des applications de data stewardship et de data préparation. Donc, on peut les avoir en mode hybride. Et pourquoi il est intéressant d'avoir ces applications-là en mode hybride? C'est généralement lorsqu'on doit manipuler des données sensibles et qu'on doit faire également de la gouvernance de données. Et donc, le fait de les avoir en local rassure, on va dire, un peu tout le monde sur la sécurité des données, mais aussi permet de pouvoir manipuler, de pouvoir administrer plus simplement ces applications-là. Donc, en mode hybride, on aura Data Stewardship et Data Préparation qui sont installés, maintenus et managés par le client et on peut avoir plusieurs environnements avec le déploiement de ces deux applications, Data Stewardship et Data Préparation. Et comme on peut le voir également, dans le déploiement de Data Stewardship et Data Préparation, on a des applications sous-jacentes qui ne sont pas mises en avant, telles que le Kafka. Donc, par exemple, si on doit faire de la haute disponibilité, il faudrait aussi que le Kafka soit hautement disponible ou soit installé sur des clusters. Je crois que c'est par 3 ou par 2. On a également la base de données MongoDB qu'il faudra mettre également en haute disponibilité et les engines également qu'on va mettre en haute disponibilité. Ça, c'est généralement le cas pour les environnements de prod. Lorsqu'on veut on veut installer un environnement de prod avec de la haute disponibilité, ben, chaque solution applicative sera installée par 2 ou par 3 en fonction des recommandations que cela exige. Et on aura ici dans la console toute la partie administration, donc IAM pour l'identification des utilisateurs et la partie gestion des licences. Donc c'est la même chose hein, pour data préparation. Ils se partagent les objets qui sont installés et voilà. Donc, il est tout à fait possible de les avoir en local si on ne veut pas les avoir dans le cloud. Cela dit, si vous les installez en local, cela ne désactive pas les applications qui sont dans le cloud. Vous pouvez également utiliser celles qui sont déployées dans le cloud ou pas. C'est un choix. Mais si on prend le choix d'installer le data stewardship et la data préparation en local, on va tout simplement ignorer
ces applications qui sont présentes dans le cloud. Et donc, lors du déploiement ou lorsqu'on va pousser des données dans Data Stewardship ou Data Préparation, on va faire attention pour bien sélectionner le serveur sur lequel on déploie. De toute façon, dans la configuration, lorsque vous allez configurer la TMC en mode hybride, vous serez systématiquement redirigé sur les applications qui sont installées en local. Donc, dans la configuration, on rajoute bien les liens sur les serveurs locaux et donc il y a une redirection de la data sur les serveurs locaux. Alors, je- une proposition d'architecture, puisqu'on a vu l'architecture de référence, on a parlé des différents modes d'architecture qu'on a, donc le mode SaaS, le mode hybride ou le mode VPC. Il faut quand même confronter toutes ces informations à une architecture réelle. Qu'est-ce qu'on va avoir si on veut installer une architecture proprement dite en local dans un cas réel? Et donc, c'est une proposition et on peut avoir différents types d'architecture, hein. Donc, ce n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. Et dans cette proposition, voici un peu ma vision des choses. Euh, Ici, dans ma proposition, j'ai dans mon réseau local les applications studio, mes remote engines ou mes engines et mes applications on-premise. Et au milieu de tout ça, j'ai ma brique SDLC pour faire tout ce qui est déploiement continu, intégration continue. Et dans cette brique SDLC, on va retrouver Jenkins ou ou une autre application hein, qui fait la même chose. On va retrouver le repository P2. On va retrouver un Git local. Donc, ça peut être GitLab, ça peut être également GitHub hein, ou du Bitbucket, en tout cas un Git de votre choix. Et on va retrouver un serveur Nexus ou un serveur Artifactory. Donc, aujourd'hui, on a plus tendance à pousser vers Artifactory que vers Nexus. Ça commence à être beaucoup répandu par rapport à Nexus. Donc, cette brique, elle est centrale et généralement, elle est installée sur un serveur dédié. Sur un seul serveur, on va retrouver ces différentes briques. Cependant, il faut faire attention à bien designer le serveur central, donc le serveur commun, hein, un common server, comme on l'appelle dans le milieu. Et dans ce common server, on va installer tous ces éléments-là ou pas. Cependant, il faut bien faire attention à bien dimensionner son serveur parce que c'est un serveur qui a tendance à grossir. Il a tendance à grossir énormément à cause du Git, à cause du Nexus, parce que dans le Nexus, on va publier tout ce qui est librairie utilisée par le studio. Donc, toutes les librairies que vous allez utiliser seront stockées dans le Nexus, dans le cadre de Talent Cloud. Vous pouvez également utiliser le Nexus pour faire de la sauvegarde des artefacts que vous publiez dans le cloud. Donc, c'est de la configuration à faire, tout simplement dans le studio, lorsqu'on va publier, ou en tout cas dans le script, dans le pipeline que vous allez utiliser pour faire votre déploiement, vous pouvez avoir deux zones. Une zone de pipeline ou un bloc qui publie vos artefacts dans le Nexus, donc dans les repositories snapshot ou release, et aussi qui publie un autre bloc qui publie vos artefacts dans la TMC. Donc, le Nexus, par défaut, son rôle dans une architecture Talent Cloud, il sert à stocker les librairies qui sont utilisées pour le travail collaboratif. Ce qui fait que lorsqu'un utilisateur utilise une version de librairie, cette version de librairie sera la même pour tous les autres collaborateurs sur le projet. Et donc, on a la même vision des choses, on a la même version et on travaille beaucoup plus sereinement. Ça évite que chacun ait sa librairie ou sa version de librairie. Et si ça ne marche pas sur un poste, on va dire, bon, ça ne marche pas chez moi parce que on va chercher la cause. Et si on arrive déjà à écarter les librairies, c'est déjà une bonne chose. D'où le Nexus, d'où l'utilisation du Nexus. Mais il ne sert pas seulement qu'à ça.
il peut également servir à publier nos artefacts, les mêmes artefacts qu'on publie dans le cloud, on peut également les publier dans le Nexus pour des raisons de sauvegarde ou pour des besoins de sauvegarde. Le guide, il peut également grossir en fonction de la taille du projet et du volume d'objets qu'on veut sauvegarder, puisque à chaque fois qu'on va faire des commits, on va pousser des choses dans le guide. À chaque fois qu'on va créer un nouveau projet, on va créer un nouvel objet, tout ça sera sauvegardé dans le guide. Et donc, cela nous oblige également à bien dimensionner notre serveur. Le repository P2, celui-là, il contient toutes les librairies nécessaires à faire du déploiement continu. Donc, c'est un peu la référence des repositories dans le milieu talent, surtout pour faire du déploiement continu, intégration continue. Et le Jenkins, on le sait tous, c'est l'interface web. Enfin, même si c'est une application, mais c'est l'interface web qui va nous permettre de mettre en place notre pipeline. Donc, voici une proposition d'une architecture de dev de Talent Cloud. Qu'en est-il de l'architecture de prod et hors prod? Vous voyez, il y a une différence et une différence très notable dans cette deuxième architecture. Dans la première architecture, on a le studio qui est présent et on a toute la stack SDLC. Dans l'architecture prod et hors prod, on va privilégier que la partie Jenkins parce qu'on suppose que une fois qu'on a terminé notre développement, dans les autres environnements, il n'est plus question de développer. Il est question de réutiliser ce qui a été développé, ou en tout cas de suivre un cycle de déploiement. Et donc, dans cette architecture prod ou hors prod, le studio n'apparaît pas. Que pour préserver tous les environnements autres que l'environnement de dev, on élimine, on écarte le studio. Ce qui n'est pas question de développer une fois qu'on sort d'un environnement de dev. Et on va, en fonction de nos objectifs, on va avoir de la robustesse ou pas. Donc ici, j'ai préféré mettre en avant la partie robustesse de notre architecture euh, en, euh, en indiquant qu'il est possible d'avoir des clusters de serveurs. Donc, dans notre cluster de serveurs, Remote Engine ou Runtime, les moteurs d'exécution seront doublés. Et pour la partie Runtime, euh, tout runtime dans un environnement en haute disponibilité s'installe derrière un load balancer. Précision, le load balancer n'est pas fourni par Talent. Le load balancer, c'est nous qui l'installons, c'est le client qui l'installe, c'est le client qui le configure. Donc, on va installer des clusters de runtime qu'on va configurer derrière un load balancer. Donc, le load balancer, lui, va fournir qu'une seule interface entrante pour les différents runtime qu'on va avoir. Et ici, sur les Remote Engine, il n'y a pas besoin de load balancer parce que dans le cloud, dans la TMC, on a la possibilité de définir des clusters de Remote Engine. Donc, si vous allez dans la TMC et que vous voulez rajouter un Remote Engine, vous avez la possibilité de rajouter un Remote Engine en mode standalone ou alors de rajouter un cluster de Remote Engine. Donc, on va dire, la configuration, elle est déjà embarquée dans la TMC. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter ici un load balancer, contrairement au runtime où il est nécessaire, lorsqu'on a plusieurs runtime dans un environnement de prod, lorsqu'on veut les configurer de manière hautement disponible, il est recommandé et on insiste là-dessus. Il est recommandé de mettre en place un load balancer qui va pouvoir gérer la répartition des charges et le failover.
de notre cluster de remote engines, enfin de runtime. Et ici, on va avoir que le Jenkins qui, lui, va se charger de faire du déploiement de nos artefacts sur les différents environnements qu'on a dans notre solution. Et là, on a toujours les applications on-prem et les bases de données sur lesquelles nos remote engines vont pouvoir se connecter lorsqu'il y a une sollicitation de ces applications. Dans le cloud, on peut toujours avoir un Cloud Engines en fonction de nos besoins. Pourquoi j'ai voulu mettre ici, pourquoi j'ai rajouté ici un Cloud Engines? Pour des raisons pratiques. Prenons l'exemple où on a des applications en mode SaaS. Pour des raisons de performance, il est tout indiqué que le Remote Engine est le moteur le mieux placé pour se connecter à tout ce qui est hébergé dans le cloud. Est-ce que, imaginons que nous ayons un Remote Engines installé dans notre réseau local qui doit manipuler des données qui sont dans le SaaS ou qui sont en tout cas installées dans un environnement cloud. Donc, vous voyez la gymnastique qu'on va faire. On va solliciter le Remote Engines qui, lui, va se connecter au SaaS ou aux applications SaaS, qui va traiter les données, qui va rapatrier les informations sur les metadata et tout ce qu'il faut, qui va traiter les données et qui va remonter encore l'information si on doit mettre à jour ces applications-là. Donc, on va faire des allers-retours entre le cloud et le réseau local. Donc, pour éviter ces allers-retours qui vont engendrer de la latence réseau, et aussi qui vont impacter les performances d'exécution, il est tout indiqué d'avoir un Cloud Engine qui permettra directement de traiter les données dans le cloud et de les stocker dans le cloud. Donc, tout se passe dans le cloud. Il y a pas un firewall à passer ou des règles qui vont s'appliquer à cette communication-là. Bien entendu, il y a toujours des règles de sécurité, hein, mais on va dire que la charge de travail, elle est diminuée ici dans le cadre de cette communication et on a un gain en performance et en temps de traitement, contrairement au Remote Engine qui, des fois, doit faire toute une gymnastique et qui va engendrer des latences. Euh, Bien entendu, ces latences sont supportables et sont acceptables, hein. C'est pas, on n'est pas sur des délais de 5 minutes, de 10 minutes, hein. C'est vraiment infime, mais c'est un choix. C'est un choix architectural qu'on peut mettre en place et qui permettra de gagner du temps ou pour des raisons stratégiques dans le projet, on peut décider d'utiliser un Cloud Engines en lieu et place d'un Remote Engines pour ces applications qui sont dans le SaaS. Alors, quel type d'architecture utiliser? Comme je l'ai dit, en mode SaaS, on est en cloud to cloud. Aucune interaction avec le réseau local. Donc, dans le cloud to cloud, dans le mode SaaS, il faut savoir que le studio et les utilisateurs peuvent être hébergés également dans le cloud. Donc, si vous avez un Amazon ou un Azure, vous pouvez très bien installer des machines dans votre cloud et déployer le studio là-dessus. Ça, il n'y a pas de restriction là-dessus, ça marche. Vous avez le Cloud Engine qui est également hébergé dans le cloud. Par contre, vous n'avez pas de Remote Engines. Par contre, contrairement au mode hybride, donc si vous partez sur une architecture hybride, vous avez toutes les applications data quality et les applications hybrides d'intégration qu'on a pu voir euh, dans, dans le data stewardship, le data préparation et d'autres applications, ou même tout simplement la data intégration qui peut être installé en local et interagir avec la TMC. Et là, dans ce mode hybride, vous avez le studio
et le web user qui sont en local sur votre machine ou sur un serveur local. Vous avez les Cloud Engine qui sont aussi disponibles et vous avez les Remote Engines que vous pouvez installer et manipuler à votre guise. Alors, parlons maintenant sécurité, parce que c'est le point, on va dire, c'est le point névralgique quand on commence à parler cloud. Donc, au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on a? Pour rassurer un peu les clients, au niveau sécurité sur Talent Cloud, il faut savoir que l'utilisation du Talent Cloud va impliquer l'hébergement de certaines infrastructures en dehors du réseau local du client. Et donc, pour assurer ou pour mettre en avant un minimum de sécurité, ou sinon un maximum de sécurité, toutes les données que vous allez publier dans Talent Cloud, notamment les données qui seront envoyées dans Data Stewardship ou dans Data Préparation, sont, sont cryptées est stocké dans la base de données MongoDB. Et il y a un cloisonnement entre les environnements de chaque client. Donc, on a un client X, un client Y, un client Z. Chaque client a sa zone de travail. Donc, chaque client a, disons, a son environnement qui lui est associé. Et cet environnement est complètement cloisonné. Donc, il y a aucune interaction entre les données du client A et du client B ou entre les données du client B et du client X. Non, il n'y a aucune interaction et chaque donnée qu'on va pousser dans le cloud est une donnée qui est cryptée par défaut. Il faut également savoir que Talent Cloud repose sur de la certification, enfin sur de la sécurité certifiée, telle que SS, j'ai du mal toujours à épeler ça, ou du SOC 2 de type certification ou du 3402 certification, etc. Donc voici les différentes valeurs ou les différents modes de sécurité qui sont utilisés avec la solution cloud. Et en cas de désastre, qu'est-ce qui se passe? Vos données sont systématiquement repliquées et redondées. Ce qu'il ne faut pas oublier, qu'on est sur des data centers à l'échelle mondiale quand même, parce qu'on a des clients un peu partout dans le monde. Et du coup, vos données sont non seulement hébergées sur un data center, mais sur plusieurs machines. C'est un peu en mode big data où on a des clusters de serveurs qui font de la réplication, pas à l'infini, mais qui font de la réplication sur plusieurs instances. Et donc, en cas de désastre, sur une machine, vos données sont présentes sur une autre machine. Vous avez accès, vous pouvez continuer à travailler sans même vous rendre compte qu'il y a eu des interruptions. Il faut savoir que quand il y a des mises à jour qui sont faites, ces mises à jour-là, vous ne les sentez pas. Vous ne savez même pas qu'il y a des mises à jour qui sont réalisées. Et ces mises à jour peuvent entraîner, je précise, peuvent entraîner des interruptions de service. Et ces interruptions de service sont, on va dire, même pas, ne sont pas ressenties par les utilisateurs. Alors, sur les échanges, je passe rapidement au slide suivant sur les échanges au niveau des données. Qu'est-ce qui est transféré depuis le studio vers le cloud ou depuis le cloud vers le studio? Donc, en premier lieu, on a les artefacts, donc les binaires qu'on va compiler. Lorsqu'on fait un publish to cloud, on va publier des artefacts. Donc ça, c'est les premiers éléments qui sont envoyés dans Talent Cloud. Ces artefacts sont liés à des métadonnées.
donc des définitions de structure de table, de structure de type de colonne, etc. Donc ces métadonnées sont également envoyées dans le cloud. Et tout ce qui est définition d'API dans le pays designer qu'on va utiliser pour définir nos API, toutes ces définitions sont également publiées vers le cloud. En aucun moment, en aucun moment, vos données métiers sont publiées dans Talent Cloud, sauf si on décide d'utiliser des applications telles que Data Stewardship et Data Préparation. En ce moment-là, les données sont cryptées avant d'être poussées dans ces applications. Et le protocole utilisé est bien entendu de l'HTTPS. Donc, en plus d'avoir des données cryptées, d'avoir le strict minimum qui est envoyé sur le cloud, vous avez aussi le HTTPS qui est utilisé. Et les utilisateurs peuvent se connecter avec un login password, mais maintenant, je pense que c'est des tokens qui sont générés et uniquement les tokens sont requis par les utilisateurs depuis le studio pour se connecter au cloud. Euh, Là, en fait, c'est l'échange entre le Remote Engine et le Talent Cloud. Donc, qu'est-ce qui est envoyé? Donc, le Remote Engine, il va envoyer les statuts d'exécution. Donc, la tâche, elle est en running, elle est en failed, elle est en succès. Donc, c'est les statuts d'exécution de vos artefacts. On va envoyer les métriques. Donc, tout ce qui est métrique, si on veut avoir les métriques d'exécution, combien de temps on a mis pour exécuter une tâche, pour faire des analyses et sortir des statistiques. Donc, ces métriques-là également sont envoyées dans le cloud. Le LiveSeq Command, donc le site LiveSeq Command, c'est toutes les commandes d'exécution qui sont envoyées au cloud lors de la phase de traitement de vos artefacts, donc la phase d'exécution. Donc, quand vous cliquez sur exécuter, donc le simple fait de cliquer sur exécuter, derrière, le Remote Engine reçoit une liste de commandes pour exécuter votre tâche parce qu'il y a du deploy derrière. Donc, quand on clique sur exécuter, on va faire, si la tâche n'est pas encore déployée, on va faire du deploy, on va faire du running et on va faire du stop ou etc. Ça, c'est tout le cycle des commandes qu'on envoie au Remote Engine qui, lui, également, communique avec la TMC. Les métadonnées des jobs, donc on a vu dans le slide précédent, on a également les logs d'exécution. Donc, quand vous exécutez votre tâche, cette tâche va générer des logs. Ces logs sont disponibles dans le cloud. Vous pouvez également les télécharger pour des analyses et aussi les artefacts. Donc, comme je l'ai dit, le Remote Engines initie toujours la connexion avec le cloud, jamais dans le sens inverse. Donc, pour sécuriser la communication, c'est le Remote Engine qui va aller vers le cloud pour savoir est-ce que, est-ce que le cloud est disponible, est-ce qu'il y a des tâches à exécuter, est-ce qu'il y a une planification qui est faite, quelle tâche je dois exécuter. Donc, c'est lui qui va initier la communication avec le cloud. Ce n'est pas l'extérieur qui rentre dans votre réseau local c'est pas la récréation, quoi. Voilà. Je vous ai rajouté ici dans les appendices des choses assez intéressantes. On a fini la partie architecture, hein. Maintenant, nous allons voir rapidement dans les appendices euh, certaines, euh, certaines informations, certaines choses. Déjà, la définition de ce que c'est qu'un Remote Engines. Donc, il faut savoir que c'est un moteur d'exécution basé sur Talent Runtime, parce que si vous ouvrez le Remote Engine, vous allez retrouver la même structure de dossier que Talent Runtime. Et donc, il est basé sur du Java. Il exécute des jobs on-premise. Il se connecte
à Talent Cloud et on peut l'installer de manière redondante sur plusieurs serveurs. Donc après, vous aurez la présentation pour lire en détail euh, ce qui est défini là pour le Remote Engines. Alors, quelle est la différence entre un Remote Engines, enfin, quelles sont les principales différences entre un Remote Engines et un Cloud Engines? Donc, le Cloud Engines, pour commencer, il s'exécute dans l'environnement Talent Cloud. On n'a jamais de Cloud Engines en local. Il s'est toujours déployé côté cloud et géré par Talent et on peut l'exécuter sur demande. Donc, quand vous avez un besoin d'utilisation de Cloud Engines, vous pouvez le solliciter pour l'exécution de votre tâche. Une fois que le Cloud Engine a fini de s'exécuter, vous pouvez l'éteindre parce qu'il faut savoir que derrière, c'est consommateur de tokens. Donc, on verra la partie token un peu plus tard, mais la sollicitation d'un Remote Engines va consommer des tokens. Et donc, en fonction de votre souscription, vous pouvez avoir un Cloud Engines ou deux Cloud Engines, ou plusieurs même, si vous avez beaucoup plus d'argent. Donc, le, il n'y a pas de ressources côté utilisateur ou côté client qui est requis. Et il faut savoir que les spécifications physiques, telles que la mémoire, le CPU, l'espace disque, tout ça, c'est géré par l'éditeur. Il a besoin d'avoir accès à vos sources et à vos cibles, donc il faut faire des ouvertures de flux. Et vous pouvez avoir, ça c'est le point qui fâche un peu, vous ne pouvez avoir que trois tâches concurrentes avec le Cloud Engine. On ne peut pas avoir plus de trois tâches concurrentes. Après, je ne sais pas si la réglementation elle a changé depuis, mais de mémoire, on ne peut avoir que trois tâches concurrentes avec le Cloud Engine. Passons maintenant au Remote Engine. Donc, le Remote Engine, déjà, vous pouvez le télécharger depuis votre environnement Talent Cloud. Donc, depuis la TMC, vous le téléchargez et vous l'installez sur la machine de votre choix, sur du Windows, sur du Linux ou du macOS, ça dépend de votre environnement. C'est géré par vos soins, donc quand je dis par vos soins, par les soins du client. Il utilise le protocole HTTPS pour communiquer avec la TMC et même avec les autres applications qui sont installées. Alors, illimité, la mémoire, les CPU et l'espace disque sont illimités en fonction des moyens du client. Si vous avez des ressources financières illimitées, vous pouvez également avoir une machine qui a des ressources, pardon, qui a des ressources illimitées. Au niveau concurrent, job concurrent, vous pouvez également avoir des jobs concurrents de façon illimitée. Cependant, cela est limité en fonction des caractéristiques de votre machine. Supposons que vous avez 16 Go de RAM et 4 CPU sur votre machine. Vous pouvez avoir 10 tâches qui tournent et ces 10 tâches vont pouvoir tourner si et seulement si le volume de données également est dimensionné pour tourner avec 16 Go de RAM. Donc, tout est lié. Donc, faut prendre en compte tous ces éléments-là, le volume de données à traiter, les ressources machines disponibles, avant de dire on va faire du parallèle run de 10 tâches, 20 tâches, 100 tâches. Donc, ça dépend des caractéristiques de votre machine. Donc, ça, il faut bien prendre en compte cet aspect-là. Et vous pouvez les avoir en mode hybride ou on-premise, tout simplement. Alors, combien de Remote Engines je peux installer sur mon environnement? Il faut savoir que par défaut, en fonction de votre souscription, je crois, il y a deux principaux modes de souscription. Il y a le mode basique, hein, le cloud intégration, cloud data intégration, ça s'appelle.
Donc, la souscription Cloud Data Intégration fournit que 45 000 tokens. Donc, 45 000 tokens, voici ce que je peux faire avec. Je peux avoir un Remote Engine en dev, deux Remote Engine en test UAT pré-prod et deux Remote Engine euh, pour la prod. Cependant, si je décide d'avoir une souscription un peu plus élevée, donc telle que tout ce qui est plateforme, solution plateforme, Data Management Cloud Platform, Real-Time Big Data Cloud Platform, Data Fabric, j'ai 90 000 tokens. Et les 90 000 tokens, je peux les répartir comme ceci, comme dans figure dans les deux exemples que j'ai. Donc en dev, je suis large. Je peux mettre deux Remote Engine en dev, je peux mettre deux Remote Engine en test, trois en pré-prod, trois en prod. Ou alors mettre un en dev, deux en test, un en UAT, trois en pré-prod, trois en prod. Tout dépend de mes besoins. Cependant, il faut bien garder en tête que un Remote Engine, c'est 9 000 tokens. Un Cloud Engine, c'est 45 000 tokens. Vous voyez la différence? Un Cloud Engine, si je veux utiliser un Cloud Engine qui est hébergé dans le cloud géré par Talend, je vais consommer directement 45 000 tokens. C'est pour ça qu'on dit je peux avoir que deux Cloud Engine avec 90 000 tokens. Ou alors, si je ne veux pas utiliser de Cloud Engine, je peux avoir dans ce cas-là 10 Remote Engine, dont un Remote Engine fait 9 000 tokens. C'est plus intéressant d'avoir des Remote Engine que des Cloud Engine. Encore une fois, ça dépend de vos besoins, ça dépend des objectifs. Alors, à quel moment utiliser un Remote Engine? Bah, la réponse, elle est toute trouvée. Si je veux faire de l'hybride, si je veux avoir la possibilité de gérer moi-même mes moteurs d'exécution, si je veux faire de la haute disponibilité, si je veux utiliser des solutions SAP, si je veux je veux respecter tout ce qui est data juridiction et sécurité et d'autres raisons de sécurité, voilà, pour ces raisons-là, principalement, le Remote Engine sera recommandé. Et d'ailleurs, le Remote Engine, il est toujours installé. Alors, bon, ça, je passe, hein, je vais pas faire le commercial. C'est pareil, donc c'est les deux slides, là, je les passe. Donc, quelle est la différence entre cloud, enfin, Talent dans le cloud et Talent on-premise? Donc, il y a des différences assez notables, hein. On voit, il y a le coût de la solution. Bon, après, question coût, aujourd'hui, ça laisse la discussion ouverte, hein. On peut pas dire qu'aujourd'hui, les coûts talent sont faibles, vu comment ça augmente assez drastiquement ces temps-ci. Mais en dehors de la partie coût, il y a quand même des avantages. Moi, le premier avantage que je vois à utiliser une solution Talent Cloud, c'est au niveau de la charge euh, d'administration des applications. Aucune application n'est installée en local, en dehors des remote engines ou en dehors des engines et du studio. Tout le reste est hébergé dans le cloud. Et il y a aussi tous les problèmes qu'on connaît avec l'attaque. Des fois, une tâche se fige sur le serveur TAC, on ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi le serveur TAC, aucune tâche ne tourne, le job conductor, il est figé, on ne sait pas. On a beau chercher, on ne comprend pas. Et il y a la consommation exponentielle des ressources de la machine qu'on ne comprend pas non plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, un cloud engine, pour moi, enfin, un environnement ou une solution cloud, pour moi, est tout indiqué. Et comme ça, je m'affranchis de toute la partie administration, de toute la partie gestion des applications. J'ai juste deux.
deux applications ou deux objets à gérer, qui sont mes moteurs d'exécution et mes studios pour les développeurs. Et encore, le studio, une fois qu'il est installé, il tourne, il n'y a pas souvent de problème. Pareil comme les Remote Engines, donc Runtime ou Remote Engines, une fois que c'est installé, il n'y a pas souvent de problème avec. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et vous avez été très sage, très silencieux. Passons aux questions. Je commence. Un grand merci, Franck, déjà pour la présentation complète et détaillée, intéressante. Dernière slide, hein, je vais commenter la dernière slide, qui est pour moi une contradiction par rapport aux slides précédentes où on dit le coût est moindre en Talent Cloud qu'en Remote Engine en premise. Euh, c'est contradictoire parce qu'il y a 3 minutes avant, on disait que avec 90 000 tokens, on a deux Cloud Engine et avec et I10 en Remote Engine. Si un client veut avoir une recette ou un environnement de dev, bah, le coût est énorme en cloud. Alors, j'ai des arguments qui sont infaillibles. Euh, Parlons pas de job server, parce que job server, on peut en installer à l'appel, hein, si on veut. Parlons de runtime, parce qu'aujourd'hui, on est plus orienté, enfin, on va dire, le, les projets qu'on a le plus tendance à voir aujourd'hui, c'est de l'APIsation de notre infrastructure. On parle beaucoup d'API, de routes de médiation, de USB. Donc, on va parler de runtime. Il faut savoir qu'un runtime coûte excessivement cher. Un runtime, ça coûte excessivement cher. Et les caractéristiques pour avoir un runtime, c'est il faut avoir au minimum 4 vCPU pour avoir un runtime. Comparé à un remote engine où je peux avoir 10 d'un coup. Pour 90 000 tokens, j'ai 10 remote engine d'un seul coup. Sachant qu'avec mon remote engine, je peux déployer des API également. Je peux faire des micro web services avec mon remote engine. Je suis Donc, d'accord avec toi hein, là-dessus par rapport à la puissance quand on est dans le cloud et quand on est en prem, mais il n'y a aucun client qui se verrait se lancer sur deux remote au lieu de 10 quoi. Il pourra jamais gérer la recette ou la dev avec deux moteurs dans le cloud. on parle des cloud engine, Ouais. mais en fonction de mon expérience, le cloud engine est le moteur d'exécution le moins utilisé. Je peux te l'assurer. La plupart des clients vont systématiquement opter pour des remote engines. Et ça, c'est d'une part, hein. Prenons l'autre côté de la situation où le cloud, il est aussi moins cher qu'une solution on-premise. C'est en nombre d'applications et en type d'application à installer et aussi en environnement. Dans le cloud, tu crées tes environnements sans te soucier du nombre de serveurs que tu as que tu peux acheter. Et du coup, tu peux avoir des environnements en dev, pré-prod, prod, etc. Tu peux avoir autant d'environnements que tu le souhaites dans le cloud. Dans une solution on-premise, tes environnements sont étroitement liés au nombre de machines que tu as. Et une machine enfin, si tu veux avoir, même si tu veux mutualiser tes environnements sur une seule machine, il faut également penser au coût des ressources que tu vas devoir mettre en place. Donc, tu vas devoir augmenter tes CPU, tu vas devoir augmenter ta RAM, tu vas devoir augmenter ton espace disque pour pouvoir tenir la charge. Et il y a tout ce qui est coût d'administration. Donc, il faut avoir un administrateur pour, pour vérifier
que les serveurs, les services ne sont pas tombés pour les redémarrer. Donc, il y a le coût d'administration, il y a le coût d'installation, il y a le coût de maintenance, tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas seulement au niveau des moteurs. Il y a tout ce qui tourne autour de ton infrastructure. Donc, les serveurs doivent être maintenus. Et pour un environnement, dans la prod, tu vas avoir peut-être deux, voire quatre machines pour ta prod, hein, si on veut faire de la redondance. Donc, c'est soit par deux, soit par quatre. Donc, quatre machines que pour ta prod, que tu vas devoir acheter, installer, maintenir. Deux pour la pré-prod, si tu veux, et une machine pour la dev. Donc, ça te fait un écosystème de minimum 8 machines, hein, ou 6, si on veut être gentil. 6 machines à maintenir, sachant que si tu veux également partir sur une solution, on va dire data quality en, en prémisse, il te faudra installer ton data stewardship et ton data préparation, ton dictionary service, un MongoDB, un Kafka, tout ça. Tu vois un peu jusqu'à où ça peut chiffrer. Donc, je reviens sur la comparaison, hein. Donc, la data stewardship, rien que la data stewardship, si tu veux l'installer on-premise, il te faut une machine pour tout ça. Et il te faut une machine pour tes moteurs d'exécution. Et encore, il te faut une machine, si je remonte là, il te faut une machine pour l'IAM, pour l'attaque. Il te faut une machine pour tes job servers et tes remote engine et enfin, tes job servers et tes runtime. Il te faut une machine pour installer les repositories, Nexus ou Artifactory. Il te faut une machine pour les bases de données parce que l'attaque va fonctionner avec sa base de données et la data stewardship, la data préparation, l'IAM vont se connecter à leur base de données MongoDB. Donc, il te faut, euh, je ne veux pas compter, mais si on veut les prendre séparément, tu as au moins une bonne dizaine de machines à installer et à maintenir dans ton architecture cloud. Comparé au cloud où tu t'affranchis de tout ça et tu as que 3 ou 4 machines à installer. Donc, qu'est-ce qui est plus cher, qu'est-ce qui est moins cher? Ah, je te cache pas, hein, aujourd'hui, les clients avec qui j'ai pu travailler, ça leur coûte beaucoup moins cher d'avoir leur serveur chez eux, parce que ils sont pas full cloud aujourd'hui, les clients, hein. Mhm. Ils installent vraiment leur serveur dans leurs locaux. Donc, c'est pas ça qui leur coûte énormément cher. La supervision, ça coûte pas plus cher parce que ils ont des équipes internes qui supervisent les serveurs. Donc, ça coûte pas plus cher d'installer 10 serveurs de plus. En ressources humaines, je parle, hein. Mais par contre, je suis aligné par rapport à ton argumentaire, hein. Ça dépendra de l'utilisation des différents modules de Talend pour prendre une meilleure décision. C'est pas l'une est meilleure que l'autre, c'est l'une est meilleure que l'autre en fonction de son utilisation. Je suis d'accord. C'est vraiment en fonction du besoin et de la criticité des datas qu'on veut traiter que le coût sera soit amoindri, donc diminué, ou soit euh, augmenté et va exploser parce que on veut des choses super robustes, on veut des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, on veut mettre de la sécurité un peu partout, on veut mettre ceinture et bretelles partout, tu vois. Donc, je suis entièrement aligné avec ton argument. Ouais. Merci. Juste une question technique, après je laisse la main pour les autres, je suis désolé Oui. pour les autres, hein. En pratiquant la TMC régulièrement, je te cache pas, il y a des synchronisations des tâches exécutées ou déployées sur les remotes et la TMC en elle-même. Tout à l'heure, tu as dit que c'est les moteurs qui communiquent avec la TMC, non pas l'inverse. Mhm. Donc, c'est quoi le plan d'action pour ce genre de choses? Que ça m'arrive assez régulièrement que la TMC n'affiche pas les bons statuts des tâches, ni des USB, surtout les USB d'ailleurs.
C'est que dans le carafe, je trouve bien que mon USB marche bien. Dans la réalité, je l'attaque bien, l'IP, l'URL fonctionne très bien. Mais la TMC m'affiche un statut échec. Exactement. J'ai déjà vu ce genre de cas. Alors, pour moi, la solution idéale est de se baser sur les logs qui sont générés par Karaf. Donc, en fait, tu dois mettre en place une solution qui va lire directement les logs de Carafe et qui va les monitorer. Moi, ce que j'avais mis en place une fois, c'est l'utilisation de l'API de Talent Cloud. Donc, j'avais un script ou un module, en tout cas développé en Talend, qui utilisait l'API de la TMC. Et l'API pour monitorer les tâches ou pour monitorer la TMC. Et du coup, j'allais récupérer les logs de la TMC en mode API, hein, lecture du service REST qui est exposé par la TMC. Et en ce moment-là, j'ai la liste des statuts. Et en fonction du statut de ma tâche, j'ai l'information en temps réel de l'exécution de ma tâche. Donc, soit tu utilises l'API de la TMC, ou soit tu utilises la log de Caref directement. Et sur cette log, tu peux mettre en place un Fitebit qui va lire la log de ton Caraf et qui va afficher les statuts dans un Logstash, enfin dans Kibana. Donc, pour moi, il faut plutôt passer sur une solution custom pour faire du monitoring vraiment, du vrai monitoring en tout cas, de votre solution Talent Cloud et utiliser les fichiers de log qui sont générés. Donc, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple à mettre en place et on a le statut en temps réel de ce qui se passe. Et donc, lire un fichier tesb.log ou lire un fichier .log sur une machine, c'est assez rapide. En plus, c'est installé en local. Donc là, on s'affranchit même du réseau, hein, puisque on est tout en local. On va lire le fichier, on rapatrie les logs, les informations dans Elasticsearch et on peut très bien mettre en place des tableaux de bord high level pour faire du monitoring des tâches qui tournent sur la TMC. Voici ma solution et je pense que cette solution elle tient la route, hein. Ouais, Après, ouais, non, la solution, encore une fois, hein, si on fait des trucs custom, fait maison, etc., oui, si on attaque les API, etc. Mais moi, je trouve dommage que bah, j'imagine, tu vas me répondre oui, hein, que Talend est au courant de ce désynchronisation de statut. Ce serait oui, je dommage que réponds oui. donc, ça serait dommage qu'on fasse pas confiance à la TMC, en sachant que c'est un bon outil entre guillemets, hein. Ça nous permet vraiment de faire plein de choses, ça nous facilite la vie par rapport à l'ancienne TAC. Et c'est dommage que cette partie, la synchronisation, n'est pas sûre à 100%, et qu'il n'y a pas de moyen exceptionnellement d'envoyer via la TMC une resynchronisation des statuts. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, il n'y a que les appels des serveurs vers la TMC. Il n'y a pas d'appel de TMC vers les serveurs, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça serait pas mal qu'exceptionnellement on ait le moyen, sécurisé bien sûr, de faire une resynchronisation des statuts des tâches et des USB. C'est ça, effectivement. Avoir un bouton synchronize, par exemple, comme on a dans le studio avec les metadata, faire un synchronize pour rafraîchir un peu tout ça, rafraîchir la communication, synchroniser un peu les échanges et avoir des informations fraîchement dans la TMC. Je suis entièrement d'accord. Et j'espère en tout cas que ce que tu viens de dire tombera dans l'oreille d'une, enfin, du responsable applicatif de Talent Cloud pour ça peut être une évolution intéressante.
Encore une fois, je dis à chaque fois dernière fois, mais bon, c'est un souci que j'ai eu hier, je pense que tout le monde va avoir dans le futur. Dans le carafe, quand vous allez vérifier les releases déployées de vos USB, faites attention, les numéros de release de l'artefact sont différents dans le carafe, le numéro, hein, je parle du numéro, que celui qu'on a généré dans le Nexus, par exemple, hein. Je l'ai eu hier, j'étais surpris de voir un numéro de release que je ne connaissais pas. Mais par contre, la version est bonne. Mais c'est la première fois que je le vois, hein, c'était hier. Et je l'ai vu sur deux API. Donc faites attention à ça. Et si Franck, tu as des retours ou des exemples sur ce genre de problématique de comment le régler, potentiellement dans le carafe, les releases ne sont pas gérées de la même façon. Potentiellement Ouais. un incrémental qui est différent. Je suis preneur si quelqu'un a de l'info là-dessus. C'est très Voilà, bizarre, moi, hein. j'ai eu un retour d'expérience là-dessus. Où effectivement on déploie des artefacts dans Carafe et on s'attend à voir exécuter la dernière release qu'on a publiée, mais en fait l'exécution prend en compte la release précédente ou le numéro de version précédent. Donc c'est pas la mise à jour n'est pas forcément synchrone et systématique. C'est des cas particulier, ça peut arriver. Ça, c'est vieux, Euh, ça, Franck. Ça, c'est vraiment vieux. Je l'ai déjà subi. Moi, je Tu parle l'as d'une déjà, release ok, qui n'existe pas. Ça veut qui dire, je n'existe pas. déploie à 0.2.1 ou à 0.1.0. Ça veut dire une première release. La toute première fois, ça veut dire que je n'ai pas d'autre release dans le Nexus. Et lui, il me déploie à 1.0.3. Oui, Ça veut dire que donc c'est ça des trucs n'existe qui pas, peuvent cette arriver. release-là. Voilà. Oui, je suis d'accord, c'est des trucs qui peuvent arriver. Et la solution, ben, tout simplement, il faut tout supprimer, vider son carafe et republier. Vendu. Je teste. Merci. Ouais, malheureusement, c'est la seule D'autres reboot. solution que j'ai pu trouver à l'époque pour pouvoir résoudre ce problème. Merci, Franck. Je laisse la main. Ben, je t'en prie. Alors, je vais regarder dans le chat et puis commencer à répondre aux questions qui sont dans le chat. Ouais, on en avait Première posé question, c'est quelques-unes. de Xavier. Xavier, il demande dans l'architecture on-prem, comment est géré l'ordonnancement? Alors, l'ordonnancement est géré par le TAC. Donc, tu as dans le TAC, tu as comment est-ce qu'on appelle? Tu as le job conductor ou le SB conductor dans lequel tu crées tes tâches et tu les ordonnances en fonction de ton besoin. Et tu as l'équivalent dans la TMC également où tu peux déployer tes tâches et les ordonnancer avec le module d'ordonnancement qui est présent dans la TMC. Donc, on-prem, pour répondre à ta question, c'est l'ordonnancement est géré directement dans le serveur TAC grâce au job conductor ou à l'USB conductor. Ok, bah ça fait lien avec ma dernière question, qui justement, j'étais surpris que l'attaque ne soit pas mentionnée. Donc en fait, du coup, c'est pour ça. Oui, l'impact n'est pas mentionné parce qu'on est dans une présentation cloud et c'est fait exprès pour ne pas spoiler un peu le cloud ou pour ne pas prendre un peu la place du cloud. J'ai exprès occulté la présentation du TAC pour Ok. vraiment rester focus sur le cloud en fait. Alors, deuxième question de Idir, c'est juste pour info, lier le cloud et studio en local nécessite une passerelle, exemple AWS et le studio Talend. Oui, Euh, ben, là, par exemple, quand vous avez tout votre application dans le cloud AWS, même les bases de données, etc. et tout, et ce qui vous reste en local, vous avez juste le studio. Donc, juste dans l'architecture que vous avez montré tout à l'heure, juste- il en doit fait, y vous avoir une sorte voyez, de hein. passerelle entre les deux. Vous voyez, c'est juste pour améliorer, hein. Oui. Une passerelle, Ah, sinon vous allez avoir du mal à vous connecter entre votre studio local et par exemple votre base de données Redshift sur AWS ou autre chose. oui, oui, bien sûr. Il faut mettre en place une passerelle qui fait la jonction entre votre cloud plateforme et votre studio local ou en tout cas l'environnement local. Effectivement, c'est pas une question, mais
Donc, ce que tu dis là, tu apportes une information Et juste une supplémentaire. information. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait un OK. client qui avait du mal à comprendre pourquoi avec son studio local, il a du mal à se connecter à ces bases de données qui sont dans le cloud. Et il a beau chercher, etc. et tout. Donc, c'était l'objectif. C'était la raison de mon recrutement dans cette mission-là. Mhm. Et en fait, c'était juste mettre en place une passerelle. Voilà, donc c'est important de le savoir parce que ça permet de décrocher des missions. Oui, oui, effectivement, il faut le savoir, ça. Parce que c'est pas forcément intuitif, cette partie-là. Surtout quand on ne maîtrise pas forcément les environnements cloud, lorsqu'on a des serveurs où on a un environnement cloud platform, Azure ou AWS, il faut penser à mettre en place une plateforme ou en tout cas un module qui va vous permettre de pouvoir vous connecter depuis votre environnement cloud platform vers un environnement local et inversement. Sinon, vous serez bloqué au niveau des connexions réseau. Alors, troisième question de Xavier. Où se situe la brique SDLC sur les architectures hybrides et cloud? C'est en local. C'est en local, principalement en local. Après, si tu as des environnements cloud platform, tu peux également les déployer sur ton environnement cloud. Quand je dis cloud, c'est AWS, Azure ou Google Cloud. Tu peux les installer sur ces environnements-là. Ou sinon, si tu les as pas, ben, c'est ton réseau local sur une machine de ton réseau local que tu installes. Il faudra aussi penser aux ouvertures de flux lorsqu'on installe les applications en local. Donc, on a un peu tendance à oublier en se disant oui, ma machine, je l'installe. Et puis, comme j'ai Internet sur ma machine va systématiquement se connecter. Non, c'est pas systématique. Lorsqu'on installe des applications, que ce soit en local ou sur des applications hébergées dans le cloud, il faut tout de suite penser ouverture de flux. En tout cas, vérifier les ouvertures de flux. C'est pour ça que toute installation d'un environnement demande une préparation, donc des prérequis qu'on appelle installation prérequisite. Donc, les prérequis d'installation demandent qu'on revoie les ports qui sont utilisés par les applications et vérifier est-ce que ces ports-là sont ouverts. Est-ce que lors du déploiement, je n'aurai pas un blocage au niveau des ports? Parce que soit le port peut être ouvert sur la machine, mais au niveau firewall, ça bloque. Voilà. Donc, il faut s'assurer que mon installation qui sera réalisée, elle va pouvoir se connecter à mon environnement cloud et que les ouvertures de flux et les autorisations sont réalisées en amont. Donc, c'est la première phase qu'on effectue lorsqu'on veut déployer son environnement cloud. Donc, pensez aux ouvertures de flux et ensuite faire vos installations, que ça soit la brique SDLC ou une autre brique applicative. Mais la SDLC, en général, c'est en local sur un environnement custom, pas sur Talent Cloud. De toute façon, le seul module qu'il existe sur le cloud pour déployer les applications, c'est le Promote. Donc, nous avons vu dans ça c'est quoi? Si je vous représente la TMC, on a vu la partie promotion, donc qui est là. Donc c'est celle-là. Une fois que vous déployez vos artefacts dans le cloud, c'est la partie promotion qui va vous permettre de les pousser d'un environnement X vers un environnement Y. Euh, alors, tac, 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 je pense comme talent. Alors, ça, c'est une autre question de. Tu C'est avais pas celle une de JS question. avant. Tu avais celle de JS, Tu avais mais celle de. Ah oui, pardon. je pense qu'on l'a Excuse-moi, vue. JS. Ça.
quelle est la description technique d'un Remote Engines? Oui, Quel type de moteur? Alors, la description technique, on va revenir là-dessus. On l'a dans ce que j'ai présenté. oui, la question était répondue dans une des slides. Ouais, Oui, dans c'est un les job appels server en d'offres. fait. Voilà, c'est comme un job server. Voilà. Je préfère le terme comme un job server. Pourquoi? Parce que le Remote Engine, c'est pas un simple job server. Le job server, lui, il fait que du batch. Il fait pas d'API. Si on regarde bien, dans le Remote Engine, on peut faire des micros API. On va dire que c'est la même chose qu'un carafe. C'est un carafe, en fait. Ah, Le Remote Engine, c'est un carafe. mhm. Mais son objectif technique, c'est de faire du batch. Et pour tout ce qui est API et tout ça, on va laisser la main au runtime. Donc les rôles sont un peu séparés, mais même si le Remote Engine, il permet également de faire un peu d'API. Voilà. Mais c'est pas un job server, parce que le job server, il est encore plus, il est encore plus simple que le Remote Engine. Oui, c'est une simple JVM, Comme, voilà, c'est ça. Oui. oui, oui. Tandis que là, c'est quoi? Ça peut être de plusieurs types alors le Remote Engine. Si tu me dis si ça peut être du Non, Carafe non, ou un non, job le Remote server Engine. amélioré. Alors, je sais pas si je peux, si j'ai un Remote Engine installé sur mon poste. On va voir un peu la structure des dossiers et Mais tu avais mis dans les slides que c'était téléchargeable, c'est ça? Si j'ai bien vu c'est ou téléchargeable, oui, c'est téléchargeable. On peut télécharger le Remote Engine. Alors, attendez, hop, on va faire ça. J'ai bien envie de vous présenter. je voyais je voyais qu'on peut faire un essai gratuit sur le Talent Cloud, chose que je n'ai jamais faite, mais Tout à fait. Il est possible de faire on un accès peut. gratuit, de créer un compte trial Ouais. sur la TMC et de pouvoir Du coup, je pourrais le télécharger pouvoir ou s'entraîner exactement. Attendez, parce qu'il y a des informations qu'il n'est pas possible de montrer. Est-ce que je l'ai quelque part? Euh, alors, désolé. non, mais de toute façon, J'aurais bien t'inquiète pas. aimé avoir un Remote Engine à montrer, mais non, j'ai pas. Mais J'ai pas. je vais me faire un essai gratuit. Je vois qu'il y a un formulaire à remplir. Oui, je vous recommande vivement. En tout cas pour ceux qui veulent découvrir l'environnement TMC, Talent Cloud et tout, vous pouvez faire une souscription gratuite sur le site. Donc il y a un formulaire, vous remplissez le formulaire, vous recevez par mail vos paramètres d'authentification. Et une fois connecté, vous pouvez y aller. N'hésitez pas à me solliciter aussi si vous avez besoin d'être un peu guidé pour comprendre comment ça fonctionne et comment travailler avec. Du coup, je passe à la question suivante. Si JS, c'est bon pour toi? Oui, parfait. Je vais m'inscrire, je vais regarder. Il faudra que Ok. Ben, n'hésite pas, hein, si tu as besoin de moi, ce sera avec plaisir. ça Euh, marche. Et dire, je pense que comme talent, comme CI/CD, c'est suffisant. Jenkins, ça ne va pas vous apporter plus de value dans le cas de la TMC. Oui et non. Oui et non. Jenkins, c'est si on veut faire les choses un peu high level, on veut faire les choses un peu de manière un peu plus poussée, parce que sur Jenkins, on peut planifier des déploiements, on peut
planifier les déploiements sur les différents environnements, hein. On peut définir des scripts custom. En fait, on peut tordre un peu la chose comme on le veut dans Jenkins. Oui, Sur la TMC, ben, en fait, c'est comme je l'ai montré là, c'est la partie promote qu'on peut également planifier, hein. On peut scheduler le déploiement avec la promotion, mais ça reste basique. Ça reste vraiment un outil simple de je prends un artefact et je le pousse ici, ou je le pousse en pré-prod, je le pousse en prod. Voilà, ça reste que ça. oui, C'est assez basique. c'est très basique parce que moi j'ai fait le cas des deux, c'est-à-dire j'ai fait l'étude des deux cas, c'est-à-dire dans un cas en premise et cloud. En premise, franchement, il y a énormément de gymnastique pour l'artefact. Donc là, vous allez vraiment ressentir la plus-value de Jenkins, hein. Et vraiment, il y a ce côté facilité pour, par exemple, le CI et le CD pour le deploy. Mais dans le cas de la TMC, tellement la TMC elle est très bien intégrée, comme vous avez montré tout à l'heure dans l'architecture, franchement, bon, dans le cadre du projet actuel, il n'y a pas eu vraiment de plus-value. Donc, on s'est directement désintéressé de Jenkins. Vous voyez, donc ça a même ajouté une couche supplémentaire pour le développeur, on va dire une tâche supplémentaire pour le développeur, mais ça n'a pas eu d'impact escompté. Donc, du coup, pour la TMC, Jenkins, c'est pour ça que j'ai mis en commentaire qu'elle n'a pas vraiment eu de plus-value, mais j'aurais dû ajouter par rapport à l'attaque. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. C'est rien à rajouter. Tu as tout dit. Alors, je passe à la question de Xavier qui dit comment allouer un job à un Remote Engine et un autre au Cloud Engine selon qu'il sollicite des applications cloud. Alors, tu as la possibilité de, d'associer un job, enfin d'autoriser un job sur un Remote Engine ou un Cloud Engine. Donc, tu peux, dans la liste de tes artefacts qui sont disponibles ou de tes tâches, tu peux dire telle tâche, c'est tel Remote Engine qui doit l'exécuter. Ça, tu peux le préciser dans la TMC. C'est au Donc, niveau il est du plan, peut-être, possible non? C'est au niveau au du niveau plan? du plan, oui, au Ah, niveau moi, du plan, je c'est m'en ça. souviens maintenant. Ok. Au niveau du plan, tu peux dire je veux exécuter ma tâche, ou même au niveau de la définition de la tâche, hein. Pas seulement le plan, Ah, même au c'est ok. niveau de la définition de la tâche, Ça, j'ai jamais tu vu. peux choisir, si, tu peux choisir le moteur cible qui va traiter ta tâche. Et donc, en D'accord. ce moment, tu peux dire, ben, je pousse sur mon Remote Engine qui est à Barcelone, sur mon Remote Engine qui est à Madrid, qui est à Paris, peu importe. Tu peux choisir le moteur cible qui va exécuter ta tâche. Ça, c'est possible. Et du Merci. coup, si tu es dans le cloud, si tu veux faire des traitements cloud, tu peux aussi dire, ben, cette tâche-là, elle sera traitée que par le Cloud Engine, en lieu et place des Remote Engine. Après, quand tu as deux remote engines liés, par exemple, si tu as deux remote engines dans le QA ou en pré-prod, tu vois, il y a le principe de balancer entre les deux. Et du coup, là, par exemple, quand tu essaies d'exécuter la tâche, c'est-à-dire il va y aller voir là où il n'y a pas, c'est-à-dire où c'est calme, où il n'y a pas énormément de jobs qui s'exécutent, et il va l'exécuter. C'est ça, c'est le principe d'élection du master. Yes. Donc, dans ce principe-là, comment ça fonctionne? Euh, Dans le cas du load balancer, surtout avec les moteurs Talend, donc la TMC, que ce soit la TMC ou la TAG, hein, c'est le même mode de fonctionnement, ils vont calculer les métriques, puisque la TMC ou la TAC ont la possibilité de récupérer les métriques des job servers, pardon, des moteurs d'exécution. Donc, en fonction, et il y a un choix
qui est fait sur celui qui a la santé, enfin, c'est un terme hein, qui a le niveau de santé le plus acceptable. Et le niveau de santé se mesure en fonction du niveau d'utilisation de la machine. Et donc, à partir de là, il y a une élection qui est faite sur le moteur le plus, euh, le plus acceptable pour exécuter la tâche. Et donc, lors de de ce diagnostic, le Remote Engine va dire, enfin la TMC va dire, ce Remote Engine ou ce serveur il est à 90% d'utilisation ou bien il est à 70% d'utilisation. Et cet autre moteur, puisque il n'y a pas de tâche qui tourne là-dessus, il est à 50% ou 30% d'utilisation. Et donc, il va élire le moteur qui est en meilleure santé pour exécuter la tâche et donc il va pousser la tâche sur celui qui est à 50% d'utilisation. Et en cas d'arrêt, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, si un de mes Remote Engine s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Donc, étant donné qu'on est dans un mode en load balancing, donc la tâche est systématiquement redéployée sur le second nœud qui est disponible. Parce qu'il va détecter l'état du Remote Engine, il va voir que le Remote Engine s'est arrêté et donc, la tâche ne tourne plus puisqu'il envoie régulièrement des messages pour savoir, enfin, le Remote Engine envoie régulièrement des messages à la TMC pour dire je suis en vie, je suis en vie, je suis en vie. Et au bout de quelques secondes, il ne reçoit pas de message. Donc, il détecte tout de suite l'état de fonctionnement de ce Remote Engine. Et une fois que l'état est en arrêt, il détecte un état down. S'il y a une tâche qui tourne, il redirige la tâche sur le second nœud il reprend l'exécution. Enfin, et on le voit généralement, c'est beaucoup plus parlant lorsqu'on déploie des API. Parce que j'ai déjà fait l'exemple le déploiement des API. Et lorsque le premier Remote Engine s'est arrêté, mon API a continué de s'exécuter, mais cette fois-ci sur le second nœud, grâce au load balancing. C'est pour ça que dans cette architecture, dans l'architecture prod, on privilégie, ou en tout cas on recommande d'avoir des clusters de serveurs et ces clusters de serveurs vont sécuriser vos traitements. Et donc, avoir un load balancer, que ce soit sur les runtime ou la mise en cluster de Remote Engine, vont garantir la continuité d'exécution de vos tâches. Dernière question, Xavier, tu m'excuses, je prends la question de Ahmed parce Ah, pour qu'on l'attaque, a c'est bon. répondu à ta Bon, ouais, question sur c'est ça. l'attaque là. Yes. Voilà, donc je prends la question de Ahmed. Est-ce qu'il est possible d'avoir accès au Nexus de la TMC? Non, malheureusement. Malheureusement, non, c'est fermé. On n'a pas accès au Nexus ou ça peut être Nexus ou Artifactory. Hein. Non, on n'a pas accès, malheureusement. Même en passant par la TFC. T'inquiète pas, je l'ai essayé, je n'ai pas réussi. Dommage. C'est dommage, effectivement. On aurait pu avoir accès pour récupérer les tâches et faire de la sauvegarde, mais non, on n'a pas accès. C'est fermé. Ou même des solutions comme ETL Tool, ce qu'on fait des links, ça arrangerait aussi de pouvoir on avait aussi essayé de se connecter côté au Nexus et pour pouvoir du coup reconstruire l'aperçu des jobs et tout. Ouais, effectivement. Donc, je fais appel C'est, plutôt à ta partie commerciale. On dit, mais ils l'ont fait exprès, là. C'est pour ne pas basculer le code vers une autre techno. On est d'accord, hein? effectivement, c'est fait exprès. Après.
Je ne vais pas entrer dans les détails pour éviter de fâcher certaines personnes, là. Mais effectivement, c'est fait exprès, c'est fermé pour des raisons évidentes de sécurité et pour éviter aussi de se prendre un retour de bâton parce que, imaginons, Talent disent que non, vos données métiers ne seront pas publiées dans le cloud. Et si un client a accès au serveur d'Artefact et se rend compte que, ah ben tiens, il y a une information sensible qui est publiée ou une information de métier qui est présente dans le cloud, tu te rends compte au niveau des procès et tout ça que ça peut engendrer. Donc, et je ne dis pas que c'est le cas hein, parce que j'en sais strictement rien, mais je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est fermé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ah, c'est la partie commerciale là, qui vient d'argumenter là. Je veux bien faire mon commercial pour trouver des missions pour tout le monde. Pourquoi pas? Bon, voilà, on a bouclé la liste des questions, on a bouclé notre présentation du jour. Euh, Est-ce que c'est tout bon pour vous? Yes, merci beaucoup Franck, comme Un toujours. grand merci. Je vous en prie, les amis, c'est un Merci. plaisir et encore une fois d'être présent dans ce workshop et de pouvoir vous faire part de mes connaissances, de ce que mes années d'expérience ont pu me permettre d'apprendre. Et n'hésitez pas, je suis toujours présent en cas de besoin. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets, ce sera avec plaisir. Et n'oubliez pas, le collectif Talent Exp est là pour vous. On partage des informations, on se forme tous ensemble, on grandit en connaissances. Et je pense que Xavier est très mobilisé pour cela. Merci. Et, il aura les mots pour parler de Talent Exp. Yes, merci beaucoup Franck. Et merci à tous. À très bientôt alors. Prochain en Merci. février. Ciao, Très ciao. bientôt. Donc, Merci Allez, beaucoup. Merci. prochain Ciao. workshop, je ne sais pas si ça sera moi encore, mais le prochain workshop sur Talend Cloud, ça sera les bonnes pratiques, ce que tout le monde attend, je suppose, sur les bonnes pratiques d'utilisation, je ne vais pas le faire sur toutes les applications. Je vais le faire sur un cas pratique, sur un use case assez réduit pour qu'on ait le temps de voir un peu le fonctionnement. On verra l'organisation des workspaces, l'utilisation des variables de contexte. Et puis, je ne sais pas si j'aurai la possibilité d'installer un remote engine pour pouvoir faire un exemple de planification, de création de tâches, etc. Bon, on verra. Ça sera pour le prochain workshop, mais on le planifiera avec Xavier. Yes. merci tout le monde. Allez, bonne Merci. journée. Merci. Franck. Merci à tous. Salut. Salut. Bon Ciao. après-midi.